Bonsoir à tous. Moi, je vous remercie déjà d'être là. Je remercie Georges de m'accueillir. Et je remercie Palmed de m'avoir permis de partir à Gaza. Donc, c'est l'association de Nizar. Moi, je m'appelle Catherine Le Scolan. Je suis médecin généraliste installée à Rennes depuis 2002. Et je suis partie à Gaza le 21 novembre dernier. Et je suis sortie de Gaza le 5 décembre. Donc j'ai passé 2 semaines sur place à l'hôpital Nasser et puis je vais vous expliquer en photo, ce sera plus parlant pour vous peut-être si je fais passer les photos. Donc on s'est donné rendez-vous à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 19 novembre et là je suis partie avec le président de Palmed, Dr Mohamed Salem. Donc on a fait le vol, on passe par la Jordanie toujours. Actuellement, on passe par la Jordanie. Donc on est parti, on va mettre la photo suivante. On est parti pour Amman. Voilà, donc on est arrivé à Amman, on a fait quelques achats de dernière minute, mais nos valises étaient déjà bien pleines entre le vol Paris-Amman. Les valises, c'est toute une histoire parce qu'on ne peut pas passer ce qu'on veut à Gaza. Tout est contrôlé, il y a des tas de choses qui sont interdites, on ne peut pas passer plus de 2 ordinateurs, on ne peut pas passer tous les médicaments. Moi on avait fait une collecte avec la FPS de Rennes, une grande collecte de médicaments, j'avais beaucoup de morphinique, j'avais du tramadol, j'avais plein d'antibiotiques, j'avais des antalgiques, palier 1, palier 2, palier 3, j'avais tout ce qu'il fallait dans mes valises pour soigner sans avoir besoin d'une pharmacie à Gaza pour 2 semaines, de médecine générale, je dis, parce que moi je suis médecin généraliste. Et en fait, la veille de partir, on ouvre les valises et on nous dit tu prends pas ça, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Donc on passe avec pas grand chose. On entre dans Gaza, malheureusement on voudrait tout leur apporter, mais on peut pas passer grand chose. Donc là c'est le jour du départ. Donc ici Mohamed Salem, le président de Palmed France, et ici je crois que c'est lui le président de Dr Shadi de Rahma. Parce que la mission de Palmed est intégrée dans une ONG américaine qui s'appelle Rahma. Donc on devait être 15 médecins pour partir. La veille à Amman, on était 15 à une grande réunion dans un grand hôpital à Amman. Et en dernière minute, les Israéliens nous disent qui a le droit de partir, qui n'a pas le droit de partir. Au final, le lendemain matin, pour partir, on n'était plus que 11. Et quand on est arrivé au pont Allenby, à la frontière de Jordanie-Israël, ils en ont recalé 2, donc au final on n'était plus que 9 pour entrer dans Gaza. Et ici c'est Soufiane Benani, un chirurgien tunisien, chirurgie générale, qui était avec nous dans l'équipe et qui est allé lui opérer dans le nord de la bande de Gaza. Donc là on part, on quitte la Jordanie, on roule dans un bus et puis on entre en Israël. Et là, on est dans un bus, on roule pendant 3-4 heures dans un bus, on n'a pas le droit de s'arrêter, même pas pour aller aux toilettes, rien du tout. Et on est un petit peu stressé, on ne parle pas dans le camion. On n'ose même pas, en fait, il y avait des rideaux, je me souviens, orange dans le camion, qui étaient tirés, volontairement ou pas, mais les rideaux étaient fermés. Et aucun des médecins n'osait tirer le rideau pour regarder le paysage. Genre, à un moment, en passant Jérusalem, j'ai quand même pris la photo du mur que vous reconnaissez. Et là, on entre dans Gaza, le bus nous arrête à Kerem Shalom. On attend un moment et on voit tous les véhicules des Nations Unies qui sont garés à côté de notre bus à nous. Et eux, ils sont avec des casques, des gilets pare-balles, ils sont très équipés. Nous, on a l'impression d'être un peu des touristes. Et on nous dit de descendre du camion et de passer la frontière pour entrer dans Gaza à pied. Donc nous voilà juste au moment où on entre dans Gaza. Et on entre au moment où le soleil se couche. Donc la première photo, bon c'est pas une bonne photo, mais c'est une vision pour moi apocalyptique. J'essaye de mettre les émotions de côté parce que sinon c'est pas la peine d'aller travailler là-bas. Et j'ai eu l'impression que j'étais rentrée par le nord de la bande de Gaza, tellement c'était désolant. Il n'y a pas de mots pour décrire. Nous, on est passé en fait par Kerem Shalom, donc c'est pas loin de Rafah, c'est le sud de la bande de Gaza. Et j'avais l'impression qu'on était dans le nord parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Donc on roule sans
parler, personne ne parle dans le bus, on roule pendant quelques kilomètres, on traverse Rafah, il n'y a pas de vie, il n'y a pas un seul être humain, je vois personne dans la rue, et puis au bout d'un moment, donc là au bout d'un moment on voit un Gazaoui dans le noir, parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc quand le soleil se couche, ils sont dans le noir jusqu'au lendemain matin, et on en voit 2 et 3 qui marchent sur le bord de la route, et on voit des enfants, et puis on se rend compte qu'il y a de la vie, qu'il y a plein de vie, ça grouille de vie encore. Et on traverse Rafah et on rentre dans Khan Younis. Et du coup, on va être hébergé la première nuit dans un appartement privé. Je ne sais pas si c'était à quelqu'un de l'hôpital ou pas, mais la première nuit, on ne la passe pas dans l'hôpital Nasser. On a été hébergé à Khan Younis dans un hôpital. Moi, j'ai eu la chance, j'étais la seule femme de la mission, donc ils m'ont donné une grande chambre avec un grand lit. Et bon, le miroir de l'armoire était criblé de balles de sniper, de traces de balles de sniper. Et les fenêtres étaient éclatées et avaient été changées récemment, plastifiées. Donc ça montre que cet immeuble avait été bombardé quelque temps avant. Et le lendemain, la première vue que j'ai de Gaza, c'est celle-ci. Un champ de tentes. Et au début, j'ose même pas ouvrir la fenêtre, mais après, voilà, ils vivent sous les tentes là. Donc ça, c'est à Khan Younis. Je suis restée 2 semaines à Khan Younis. Donc ensuite, on quitte cet appartement, on remonte dans un bus, tous les enfants nous tournent autour. Et il y a un des enfants qui me demande comment je m'appelle, je lui réponds en arabe que je m'appelle Cathy. Et quand on a pris le bus, comme quoi le téléphone arabe ça marche, parce que mon prénom il est allé plus vite que le bus. Quand on est arrivé, on a roulé 600-700 mètres, arrivé au bout de la rue, il y avait des enfants que j'avais pas vus qui m'appelaient Cathy, 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 parce que le prénom il a circulé à toute vitesse. Donc voilà, on se dirige vers l'hôpital et puis en traversant, c'est même pas des rues, maintenant c'est des champs de ruines, on voit que y a de la vie, il y a des enfants qui jouent, il y a des... Voilà ce qui reste. Et ils vivent soit sous les tentes, soit dans les ruines de leur propre maison. Il y a des gens qui habitent dans les ruines de leur maison. Voilà, donc ça c'est pris à travers la fenêtre du bus, parce que moi je ne me suis pas promenée du tout dans les rues de Khan Younis, je suis restée dans l'hôpital, comme on m'a dit, bien sage. Et voilà la vue de la terrasse du 4e étage où sont logés les humanitaires dans l'hôpital Nasser. Donc moi j'ai eu cette vue pendant 15 jours le soir, donc c'est des tentes de l'hôpital pédiatrique, du secteur pédiatrique. Donc la nuit il faisait très froid. Et il y avait des enfants, on entendait les enfants pleurer. Là, tout était bien organisé sous les tentes. Il y avait une tente pour les infections pulmonaires, une tente pour les gastro-entérites. Tout était bien équipé. Et ici, c'est un terrain vague qui est à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est un terrain vague. Moi, mes collègues gazaouis m'ont raconté qu'au printemps dernier, ils avaient eu ordre d'évacuer l'hôpital Nasser par l'armée israélienne. Ils ont eu ordre d'évacuer les patients, ont-ils dit. Ils les ont mis sur des civières et ils les ont déposés sur ce terrain vague. Et moi, je ne sais pas, Nizar, si tu as eu la même histoire, mais moi, mes collègues m'ont dit que les chars et les tanks ont roulé sur les patients. Et il y a eu 400 morts. D'après mes collègues, il y aurait eu 400 morts sur ce terrain-là. Dans l'hôpital, dans l'enceinte de l'hôpital. Il y a Shefa d'ailleurs. Oui. Il y a Shefa, ils ont roulé sur les cadavres. Ils ont roulé sur les corps. Donc c'est là où ça s'est passé. Et donc après, j'ai commencé à travailler. Hein. Donc moi, je travaillais aux urgences, mais comme je suis médecin généraliste, aux urgences de l'hôpital Nasser, il y a 3 secteurs. Il y a un triage à l'entrée des patients. Il y a un secteur vert, un secteur jaune, un secteur rouge. Le secteur rouge, c'est le secteur intensif. Il n'y a pas eu d'arrivée massive de patients pendant le temps où j'étais à Gaza. Sinon, je pense que j'aurais été aidée dans le secteur rouge et le secteur jaune. Moi, j'étais dans le secteur vert où on traitait toutes les pathologies de médecine générale.
parce que les gens, ils meurent aussi de pathologies de médecine générale qui sont pas suivies, qui sont pas traitées, des diabètes qui sont pas traités, des insuffisances coronariennes, des infections non traitées. Ici, c'est un petit bébé qui a une gale et sa maman là aussi, des cas de gale. J'ai travaillé aussi avec des dermatologues de l'hôpital, parce que après, c'est plus facile de faire des diagnostics. On a des pathologies qu'on rencontre ici en France, mais d'autres pathologies qu'on voit moins souvent ici. Donc, mon collègue Sofiane, que vous avez vu tout à l'heure sur la photo, il est parti, lui, dans le nord de la bande de Gaza. Et il a opéré pendant 2 semaines là-bas. Donc là, c'est lui pendant le temps de la mission. Moi, je faisais des choses plus banales, mais bon, c'est important aussi de soigner des panaries, de soigner... Ça, c'est un petit garçon qui a un panari. Il y a plein d'infections à Gaza qui sont liées au manque d'hygiène, qui sont liées à l'immunodépression. Enfin, ils sont malnutris, donc ils mangent moins bien, donc ils n'ont plus de défense, donc ils s'infectent plus. Il y a des infections cutanées, des infections pulmonaires, beaucoup de pathologies. Et c'est le box où je travaillais tous les jours dans le secteur vers des urgences. Donc j'ai essayé de faire les consultations en arabe, mais donc j'avais appris quand même à demander aux patients bonjour, comment tu t'appelles, quel âge tu as, où est-ce que tu as mal à la tête, enfin, est-ce que ça te brûle, est-ce que tu tousses. Mais après, il commençait à me parler vite en arabe, donc j'avais quand même un traducteur avec moi. J'ai toujours trouvé un traducteur qui m'aidait, c'était soit un étudiant en médecine ou un infirmier, et je m'en sortais en parlant anglais, en parlant arabe, et les gens, ils étaient très à l'aise avec moi, et le contact, il passait vraiment bien. Beaucoup, j'ai eu des enfants, des femmes, des personnes âgées, mais les femmes étaient très à l'aise avec moi, parce que c'est plus facile pour moi d'examiner une femme là-bas que pour les hommes. Donc ça se passait très très bien. Voilà, un impétigo, donc des choses banales, mais là-bas, il n'y a rien pour... Ça, c'est toujours aux urgences. Et puis, quand je faisais des pauses ou en fin de journée, j'allais faire ma petite promenade du soir ou ma petite promenade du matin avant d'aller aux urgences. Et je tournais dans l'hôpital parce que j'en suis pas sortie pendant 15 jours. Donc là, c'est des ambulances calcinées. Il y a ils réparent tout au fur et à mesure, mais il y a quand même beaucoup de véhicules qui sont hors service. Et quand on dit tirez pas dans l'ambulance, ils tirent dans les ambulances. Donc là, c'est le pare-brise d'une ambulance dans l'hôpital. Donc là, c'est aux urgences avec un de mes collègues. Ici, en France, on a beaucoup de mal à avoir des examens complémentaires en temps et en heure. On a beaucoup de mal à avoir des radios. Là-bas, on a une radio en 30 minutes. On a une échographie en 1 heure. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut plus avoir là-bas. Il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de... Les gens qui ont des cancers, ils n'ont pas de chimio, il n'y a plus de chimio, il n'y a plus de radiothérapie. Les dialysés, au lieu d'être dialysés 3 fois par semaine, ils ne le sont qu'une seule fois. Mais quand il y a, c'est très bien organisé et ça tourne bien, ça marche bien. Donc moi je leur ai laissé mon stéto, mon tensiomètre, mon otoscope, parce que même des thermomètres, par exemple, ils n'en avaient pas. Moi je dis, est-ce que tu as de la fièvre, combien de température? Il n'y avait pas un seul thermomètre dans l'hôpital. Et ça, c'est le docteur, un jeune généraliste avec qui j'ai travaillé beaucoup, qui s'appelle Youssef Al-Farah. Le dernier jour, on s'est vraiment très très bien entendu. Il aimerait bien que je retourne là-bas, alors avec la permission de Palmed, je ne sais pas, j'ai fait la demande. Lui, il vient d'être nommé coordinateur d'un centre à Mawassi, je crois, d'un dispensaire. Et le dernier jour, il m'a proposé qu'on échange nos stéthoscopes. Il m'a dit, le mien, celui qui m'a mis autour du cou, c'est celui avec lequel je soigne les patients depuis le 7 octobre. Tous les jours, je soigne avec ce stéto-là et j'aimerais bien que tu continues à soigner les gens en France avec. Et j'aimerais bien que si tu veux bien me donner le tien, moi je vais continuer à soigner à Gaza avec ton stéthoscope. Donc c'était un peu symbolique, mais pour montrer qu'on continue, quoi. Et ça, c'est une photo que j'ai prise sur le téléphone d'un collègue qui venait travailler et qui me disait,
La zone où j'habite, ils habitent tous sous les tentes. Hein. Mon collègue, il venait travailler en âne, il n'y a plus de bus, donc il y a des transports en commun. Maintenant, c'est les ânes avec des carrioles. Donc les médecins, ils viennent travailler en âne, les journalistes, ils se déplacent en âne. Et le matin, il avait reçu ça. Donc c'était la tache rouge, c'est une zone de Khan Younis à évacuer. C'est un ordre de l'armée israélienne. Et s'ils n'évacuent pas, ben, ils se font bombarder. Donc mon collègue, il avait son sac qui était prêt toutes les nuits, et toutes les nuits, il était prêt à quitter la tente où il vivait avec sa famille. C'est toutes les nuits, tous les jours, comme ça, depuis. Et donc voilà, la fin de la mission arrive, et j'avais envoyé un dossier à Mohamed Salem 1 mois et demi, 2 mois avant mon départ à Gaza, avec le dossier d'une famille qu'on souhaitait réunir, dont le papa est en France à Rennes. Ces 2 petits-là étaient à Gaza tout seuls depuis 1 an. Le père avait été évacué, blessé, avec un de leurs frères qui était dans le coma pendant 2 mois en Égypte. Ensuite, ils ont été transférés en France. Ils faisaient partie de Najat, les connaît bien. Ils faisaient partie de 14 blessés, je crois, qui avaient été évacués vers la France. Mais du coup, les familles avaient été séparées, parce que quand ils ont été évacués, c'est avec le père ou avec la mère, mais pas avec toute la famille. Et ces 2 petits-là, le 14 octobre 2023, ces 2 frères-là ont perdu le même jour sous les bombes leur maman, leur frère de 12 ans et leur grand-père. Leur père évacué en France blessé, leur frère évacué en France dans le coma. Et ils sont restés tout seuls pendant 1 an à Gaza. Enfin, tout seuls, avec un tonton, mais sans la maman, sans le papa. Et donc, ça a été très, très, très difficile, mais on y croyait quand même jusqu'au bout. Et à un moment, j'ai eu la permission de les faire venir à l'hôpital la veille, en fait. Et ça a été très compliqué parce qu'ils sortaient plus. On avait les permissions, on les avait plus. Et la dernière nuit a été très, très, très difficile. C'est une médecin américaine de Washington, une médecin urgentiste qui m'a soutenue pour espérer les faire sortir. Et donc, le dernier jour de la mission arrive, et avec toute l'équipe, on monte dans le bus et les enfants montent avec nous. Donc on traverse Rafah. Alors je crois, il y a un ami gazaoui qui m'a dit que c'était l'ancien aéroport de Rafah. Ça. Oui, ça. Il n'y a plus d'aéroport depuis des années. Il y avait que c'est des aéroport traces qui était construit. Oui. Et c'était construit par les Marocains à l'époque. Et ça va durer très longtemps. Oui. Les Israéliens l'ont bombardé aussitôt qu'il a été fini. Alors d'après Iyad, ce serait les restes de l'aéroport. Donc on sort de Gaza, et quand on sort de Gaza, on entre dans les voitures blindées du consulat de France, et les enfants savent que le lendemain ils vont retrouver leur papa et leur frère. Donc il y a des sourires, et puis je leur ai dit de boycotter, mais ils n'ont pas voulu boycotter le Coca-Cola que le consul leur avait acheté. Donc ils sont très heureux de boire du Coca dans la voiture et de traverser Israël. Donc là on dit au revoir aux 3 membres du consulat de France. Et là on me laisse avec mes valises et les enfants pour traverser la frontière pour passer en Jordanie. Donc c'est les au revoir à toute l'équipe. Je me suis très très bien entendue avec eux. Moi j'étais la seule femme de l'équipe, et j'étais la seule qui n'était pas arabe. Mais tiklagesh, comme on dit en gazaoui, ça veut dire ne t'inquiète pas. C'est le mot qu'ils ont toujours les gazaouis. Ils vous disent toujours I'm fine ou ana bikhair, je vais bien, et tiklagesh, c'est ne t'inquiète pas. Donc ici c'est un ophtalmo qui a opéré dans le nord de la bande de Gaza, celui qui est en premier plan, qui est chauve là. Il a fait 70 opérations sur la rétine en 15 jours dans le nord de la bande de Gaza, et il avait un de ses assistants qui n'est pas sur la photo, égyptien, qui était avec lui. Soufiane, le chirurgien tunisien, qui est sur la droite. Au fond là-bas, Mohamed, un chirurgien urologue jordanien. Majd, alors lui il était chirurgien, je ne sais plus dans quel domaine. C'était le grand chef, lui, de la mission, Mohamed Rizek. Un chirurgien jordanien aussi. Chirurgien jordanien, et puis un Allemand, Kassem il s'appelait, il était dermatologue. Lui il a eu du mal la première semaine parce que en fait quand les médecins arrivent à Gaza, les chirurgiens ils partent au bloc tout de suite et puis ils opèrent.
quand on est médecin, quand on n'est pas chirurgien, c'est plus difficile parfois de trouver sa place. Kassem a vu qu'il y avait déjà des dermatologues à l'hôpital Nasser, donc qui faisaient très très bien leur travail. Donc il ne savait pas trop où se positionner. Donc après, il est parti dans le nord soigner les gens. Et tous les médicaments qu'on avait dans nos valises, on lui a tout donné pour qu'il puisse, que les gens du nord puissent en bénéficier. Et pareil, un neurologue qui venait américain par Arma, un neurologue de Dallas, les premiers jours, il était perdu, les premières 48 heures, il me dit, je ne sais pas ce que je vais faire là, Cathy, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme travail de neurologie à l'hôpital Nasser. Et puis après, il a trouvé, il a suivi tous les épileptiques, il a fait des consultations d'épilepsie. Donc voilà, toute l'équipe qui me dit au revoir à la frontière. Et puis, comme les enfants n'avaient pas mangé depuis 1 an de la viande, donc c'était le premier repas, ils ont mangé shawarma et à Amman, le premier soir de liberté. Et le lendemain, donc, on reconnaît Iman, là, qui a fait un aller-retour, donc qui a pas eu le droit de rentrer dans Gaza. Elle aurait dû entrer à Gaza le jour où je suis sortie. Et elle a fait l'aller-retour. Elle est venue en avion de Paris et puis elle est repartie avec moi et les enfants. Et là, c'est l'ambassadeur de Jordanie qui nous a accompagnés jusqu'au dernier contrôle parce qu'avec des passeports palestiniens, ils ne laissaient pas passer. C'était tous les contrôles, c'était très compliqué. Donc, Jude, le petit Jude, il sait qu'il va retrouver son papa dans quelques heures. Et il est arrivé à Roissy, à Charles de Gaulle, où on est accueilli avec Mohamed, Salem, et puis le papa qui retrouve ses enfants. Et là, on lâche un petit peu les émotions, là. Et du coup, on les a ramenés à Rennes. Et puis depuis, on leur a retrouvé une maison à Rennes. Ils ont emménagé, ils ont commencé l'école, les enfants. C'est leur 3e semaine de collège, là, ou 2e semaine. Ils commencent à parler plus vite le français que moi l'arabe, en 4 ans. Donc voilà, une belle histoire, ça fait du bien un petit peu. Et puis voilà.